Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci de choisir BSC Télévision pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. 10 ans de prison requis contre le docteur Balanganaï. Au Sud Kivu, l'AFC M23 a généré jusqu'à 17 millions de dollars par mois transférés au Rwanda. Crise pétrolière mondiale, le gouvernement opte pour des mesures préventives pour garantir l'approvisionnement. À l'Assemblée nationale, la pollution liée aux activités minières s'est invitée au débat. La ministre de l'Environnement, Marie Nyangué, a été auditionnée par le député sur les mesures prises pour limiter la dégradation écologique en RDC. À l'issue de cette séance, le député Éric Tchikouma Mouibaï a salué les réponses de la ministre, mais a insisté sur l'urgence de passer des discours aux actions. Selon lui, les pays disposent déjà d'un cadre légal solide, mais les défis restent son application sur les terrains. Il appelle à une mobilisation accrue des institutions et à une meilleure coordination pour garantir une exploitation minière respectueuse de l'environnement. Un appel fort de l'importance de préserver les ressources naturelles, piliers de l'économie congolaise. Le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement à garantir la disponibilité des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national malgré les tensions qui secouent le marché mondial. Réuni autour de la première ministre Judith Suminwa, l'exécutif a pris des mesures pour sécuriser l'approvisionnement et protéger la stabilité des marchés intérieurs. Au cours d'une réunion tenue ce jeudi 2 avril 2026 à Kinshasa, la première ministre, le vice-premier ministre chargé de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et la ministre d'État aux hydrocarbures Akasia Bandobola ont évalué l'impact des perturbations internationales, notamment liées aux tensions dans le Golfe Persique et à la hausse mondiale des prix de carburant. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise sur la sécurisation des stocks et la coordination avec les opérateurs du secteur afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement. Des mesures fiscales ciblées, dont la suspension de certaines redevances et la réduction des taxes à la frontière pour limiter l'impact de la hausse des prix à l'international, ainsi qu'une vigilance constante sur le marché avec la possibilité d'ajustement encadré des prix pour rester en phase avec les réalités mondiales tout en préservant la stabilité des marchés internes et les pouvoirs d'achat des populations. Dans un contexte où plusieurs pays, y compris sur le continent africain, ont déjà enregistré des hausses significatives des prix du carburant, le gouvernement congolais mise sur l'anticipation et la communication pour rassurer les opérateurs et prévenir toute spéculation. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo, Mouadin Vita, a réceptionné ce jeudi 2 avril 2026 les résultats partiels des travaux de la commission ad hoc chargée du contrôle physique des dossiers litigieux des 2241 membres du personnel civil du secrétariat général à la Défense. Selon une dépêche du ministère de la Défense, au cours d'une visite, Guy Kabombo s'est rendu sur le site des contrôles afin de s'enquérir du déroulement des travaux. Cette commission regroupe des représentants du ministère de la Défense nationale, de la fonction publique, de l'inspection générale des FARDC, du secrétariat général à la Défense ainsi que du syndicat du personnel civil. D'après la même source, la coordinatrice de la commission lui a présenté un briefing. À ce jour, le contrôle physique a atteint 31%. Plus de la moitié des personnes concernées s'avèrent être des fraudeurs avec des cas de substitution, de doublons. D'après la même source, la coordinatrice de la commission lui a présenté un briefing. À ce jour, le contrôle physique a atteint 31% en droit des récalcitrants. Pour les personnels civils ayant des dossiers en règle, un contrôle strict de leur numéro matricule associé à certains éléments d'identification déterminera leur réintégration. À la suite des 2 audiences accordées à ces personnels civils écartés, Guy Kabombo a instruit la commission ad hoc après l'assainissement du fichier des payes par l'inspection générale des finances entrepris quelques années auparavant. Cependant, les vice-premiers ministres de la Défense nationale leur avaient promis la mise en place d'une commission mixte de réévaluation de leurs dossiers afin de rétablir les agents en règle dans leurs droits. La crise sécuritaire dans l'est de la RDC
frappe de plein fouet l'économie du site Kivu. Selon les gouverneurs Jean-Jacques Peroussi, la présence de la coalition AFC 123 prive la province de près de 84% des séries 7. Un manque à gagner colossal qui réduit la capacité de l'État à financer les services publics. Les groupes armés mobiliseraient jusqu'à 20 millions de dollars par mois grâce au contrôle de certaines activités économiques. Une situation qui fragilise l'économie locale et complique les efforts de stabilisation. Les gouverneurs appellent à une mobilisation urgente pour restaurer l'économie de l'État et sécuriser les territoires. Des échauffourées ont éclaté mardi 31 mars au centre d'encadrement de Kanyamaka-Sissi dans le Haut-Lomami. 6 jeunes bâtisseurs ont été blessés dans dégrèvement après qu'un militaire a ouvert le feu pour tenter de rétablir l'ordre. À l'origine de ces tensions, une rumeur sur une prime et la durée de la formation. Les jeunes se sont opposés aux encadreurs, ont endommagé certains biens du centre. Les blessés ont été pris en charge par le service national. Ces programmes visent à former les jeunes dans divers métiers et à renforcer leur discipline civique. Les services nationaux appellent au calme tandis qu'une enquête est entendue pour déterminer les responsabilités et faire de la lumière sur cet incident. Le ministère public a présenté ses réquisitions ce vendredi 3 avril 2026 dans l'affaire opposant le docteur David Balanganayi à sa patiente Dorcas Mouya. Il a demandé au tribunal de condamner le médecin à 10 ans de servitude pénale principale assortie d'une amende de 25 millions de francs congolais. Dans le détail, le procureur a requis 10 ans de prison pour torture, 5 ans pour causes et blessures aggravées, ainsi que 5 ans pour avoir ordonné de filmer la patiente. De son côté, la partie civile a sollicité des dommages et intérêts à hauteur d'1 million de dollars américains. Les avocats de la victime ont également invité les tribunaux des grandes instances de Kinkole à retenir les infractions de torture, de tentatives de meurtre, ainsi que de causes et blessures aggravées. Le procès du docteur David Balanganayi touche à sa fin. Dans leur conclusion déposée ce vendredi 3 avril 2026, les avocats de la victime, Dorcas Mouya, ont réclamé 1 million de dollars américains en réparation des préjudices subis par leur cliente. Soutenant que le docteur David Balanganayi agit en qualité d'agent de l'État, donc des préposés de son employeur, ces avocats ont demandé que cette somme soit payée solidairement par l'État congolais et les médecins mis en cause. Ils ont également appelé les tribunaux de grande instance de Kinkole à déclarer établi, tant en fait qu'en droit, les infractions de torture, de tentatives de meurtre, ainsi que de coups, de causes et blessures aggravées. Il convient de noter que cette audience a été marquée par la comparution personnelle de la victime, conformément au souhait des juges. Dorcas Mouya a affirmé que le médecin l'avait violemment frappée alors qu'elle n'avait opposé aucune résistance aux soins, notamment lors de la suture d'une déchirure survenue à la suite de son accouchement. Le tribunal a par ailleurs entendu, en qualité d'expert, un médecin de l'hôpital Diamant venu décrire l'état dans lequel son établissement avait accueilli la victime. Celui-ci a déclaré que son état général était stable et que ses signes vitaux étaient normaux. Mes derniers mots à ceci, comme moi je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait. Et je crois que vous atterrez cela. Mais personnellement, je me retrouve que il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça, la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays. J'aime la première dame, j'aime toutes les femmes.
et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je les rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, me pardonnez carrément. L'opération Ndobo se poursuit sans relâche sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. En effet, un nouveau coup de filet a été enregistré ce mercredi 1er avril 2026 lors d'un bouclage ciblé mené dans la cité minière de Kipushi, située à environ 30 km de la ville de Lubumbashi. Cette opération a été conduite par la police nationale congolaise du Haut-Katanga sous la supervision du commissaire provincial, le général Blaise Kilimbalimba, avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Au cours de cette intervention, 17 présumés criminels ont été interpellés, parmi lesquels figure un individu se faisant passer pour un colonel. Selon les premières informations, ce dernier serait impliqué dans l'entretien d'un réseau criminel, notamment en alimentant des tensions entre différents partis politiques. Les forces de l'ordre ont également procédé à la saisie de plusieurs biens, dont boissons fortement alcoolisées, du chanvre destiné à la consommation, ainsi que de divers objets de valeur. À cette occasion, le général Blaise Kilimbalimba a tenu à rassurer la population quant à la détermination des services de sécurité à rétablir l'ordre public. Il a en outre appelé à une franche collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité, tout en réaffirmant la poursuite de l'opération Ndobo sur l'ensemble de la province. La mesure prise par l'administrateur du territoire d'Idiofa dans la province du Kwilu, interdisant aux hommes de porter des cheveux longs ainsi que des barbes fournies, provoque une vive polémique au sein de la population. Selon une source locale ayant requis l'anonymat, plusieurs arrestations ont déjà été opérées par le service de l'ordre. Les personnes interpellées seraient contraintes de verser une somme de 500 000 francs congolais, environ 227 $ américains, pour recouvrer leur liberté. Afin d'éviter toute interpellation, les hommes concernés seraient désormais obligés de se munir d'une carte de la culture et des arts délivrée par les autorités compétentes. Toutes nos tentatives pour joindre l'administrateur du territoire sont pour l'heure restées infructueuses, son téléphone étant injoignable. D'un pays à un autre, d'une ville à une autre, la République démocratique du Congo poursuit sa mobilisation pour rallier des soutiens à sa candidature au poste de secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Après Brazzaville à la République du Congo et Dakar au Sénégal, la délégation de la RDC est arrivée à Nouakchott en Mauritanie. Le ministre délégué chargé de la diaspora et de la francophonie, ainsi que la candidate de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ont été accueillis avec toute la solennité qu'exigent les protocoles. Je vous transmets les salutations de votre frère, le président de la République démocratique du Congo, et ces messages qui portent sur la candidature de la République démocratique du Congo avec Madame Jugana Amadou. Chris Pembadou Panzou et Juliana Lumumba Amato ont échangé avec le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Après l'audience, Chris Pembadou Panzou revient ici sur ce que la République démocratique du Congo et la Mauritanie ont en commun. La République islamique de Mauritanie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations diplomatiques basées sur la fraternité et l'amitié. Nos relations aujourd'hui se concrétisent par
la présence aujourd'hui de notre ambassade et de notre ambassadeur ici à Nouakchott, 22 ans après. La République démocratique du Congo souhaite exactement la même chose. On aimerait voir une ambassade à Kinshasa. Nous osons croire aussi dans les jours à venir que nous allons relancer la commission mixte pour cimenter définitivement les relations bilatérales. Dans cette course à haute intensité diplomatique, chaque soutien rapproche un peu plus la RDC de son objectif. Quatre mois après la signature des accords de Washington, censés marquer une avancée historique, la guerre se poursuit dans l'est de la RDC. Les combats entre l'armée congolaise et le rebelle des M23 soutenu par Kigali s'intensifient désormais avec l'usage de drones. Dans un entretien exclusif, le président rwandais Paul Kagame adopte une ligne inflexible. Il rejette les sanctions américaines et accuse Kinshasa de collaborer avec le rebelle des FDLR qu'il considère comme une menace directe pour son pays. N'attendez pas de moi que je lève nos mesures de défense alors que vous laissez Félix Tshisekedi faire ce qu'il veut, affirme-t-il. Kagame insiste, le M23 est un mouvement congolais et la responsabilité de la crise incombe avant tout à la RDC. Il dénonce une communauté internationale partiale et prévient que le Rwanda restera intransigeant sur la sécurité de ses frontières. Malgré les accords de paix, la méfiance entre Kigali et Kinshasa reste totale et la guerre continue de s'enliser dans l'est du Congo. Ces images diffusées à la télévision iranienne, elles sont présentées comme les débris d'un avion de chasse américain. L'appareil aurait été abattu par un système de défense aérien iranien. La présentatrice que vous avez vue précédemment annonce une offre de récompense pour la capture du ou des pilotes américains. Bonjour à vous Mathieu Mabin, vous êtes à Washington pour France 24. Mathieu, on va bien préciser que du côté de Washington, il n'y a pas de confirmation officielle à cette heure, mais cette déclaration des Américains, il y a quelques jours, ils disaient avoir une sorte de suprématie dans le ciel iranien. Ils se sont manifestement avancés. Alors, d'abord, vous avez raison d'utiliser le conditionnel puisque, effectivement, au moment précis où nous parlons, le Pentagone ne confirme pas. La source demeure donc plusieurs médias américains, mais évidemment, l'information est à prendre au sérieux. Maintenant, s'agissant de la suprématie aérienne américaine au-dessus de l'Iran, pour répondre directement à votre question, ce qui est à peu près établi, c'est que plus aucun aéronef iranien n'a plus décollé depuis plusieurs semaines. Maintenant, il est raisonnable de croire que l'aviation iranienne est sinon anéantie, comme l'affirme Donald Trump, au moins elle est clouée au sol avec des appareils probablement enfouis dans des caches tactiques sous les montagnes ou dans des endroits difficiles à localiser. Et donc, stricto sensu, oui, les États-Unis possèdent la suprématie aérienne au-dessus de l'Iran. Comment pourrait-il en être autrement, étant donné le décalage dans le rapport de force? Et d'ailleurs, les avions de l'US Air Force sillonnent le ciel iranien sans avoir été inquiétés, en tout cas jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. S'il devenait avéré qu'un chasseur F-15E, c'est le modèle de l'appareil, a été abattu et que son équipage a dû s'éjecter, cela ne changerait pas grand-chose à la donne finalement, puisque la seule option crédible au moment où on se parle, encore une fois, c'est que l'appareil a été touché par un missile solaire, un système d'armes facile à dissimuler, qui a pu profiter tout simplement d'une opportunité lors d'un passage bas, par exemple. Pour information, le F-15E dont on parle embarque un pilote et un officier système d'armes, l'homme chargé d'utiliser les armes de l'appareil. La mission de ce genre d'appareil est de frapper des cibles au sol, ce qui naturellement peut le placer à portée de tir de la défense iranienne. Quoi qu'il en soit, si l'équipage a bien survécu à l'impact d'une part et est parvenu à s'éjecter ensuite, le Pentagone a aujourd'hui 2 pilotes dans la nature en territoire iranien. Alors, si justement la capture de ces pilotes est avérée, qu'est-ce que ça changerait dans le conflit et dans sa forme actuelle surtout, Mathieu ? Alors, c'est d'abord évidemment l'un des scénarios les plus redoutés et évidemment les plus anticipés par les états-majors. C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe une unité spécialisée pour la récupération des pilotes, le XAR, des commandos héliportés capables de localiser immédiatement les pilotes
grâce à un système de géolocalisation et surtout capable de pénétrer à l'intérieur du territoire iranien en bénéficiant d'un appui aérien et le tout dans des délais très courts. Maintenant, pour répondre directement à votre question, bien sûr que si deux pilotes américains tombent vivants aux mains des autorités iraniennes, cela va considérablement compliquer les opérations. Il ne fait aucun doute que l'Iran exploitera cette affaire, d'abord pour démontrer que la guerre n'est pas gagnée par les États-Unis, contrairement à ce que martèle Donald Trump, et puis pour galvaniser, bien sûr, l'opinion iranienne. Et plus préoccupant encore, pour Washington en tout cas, pour semer le trouble dans l'opinion américaine. Il ne s'agirait donc pas d'une bascule tactique majeure à proprement parler, mais bien d'un vrai handicap dans la guerre de communication, évidemment, que se livrent les deux pays. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Mabé en direct de Washington pour France 24. C'était le plus grand pont d'Iran, selon Donald Trump. Détruit lors d'une frappe faisant 8 morts, selon les médias iraniens. C'est le président américain qui partage ces images et se félicite de l'attaque. Il annonce de nouvelles destructions. Les ponts sont les prochains, puis les centrales électriques. À Téhéran, ces chiens renifleurs à la recherche de survivants sous les décombres d'un immeuble résidentiel, selon le Croissant Rouge iranien. Hier soir, le ministre iranien des Affaires étrangères répond à Donald Trump. Frapper des infrastructures civiles, y compris des ponts inachevés, ne poussera pas les Iraniens à se rendre. Rien ne laisse penser que la riposte iranienne faiblit. Au Koweït, une raffinerie a pris feu. Tôt ce matin en Israël, c'est l'immeuble juste à côté de chez nous. Plusieurs attaques. Aucune victime selon les secours. Hier, dans le centre du pays, une frappe a détruit un entrepôt. On voit ici l'immense cratère, tout près d'un quartier résidentiel. Le détroit d'Ormuz reste largement bloqué. Mais hier, un porte-conteneur appartenant au groupe français CMA-CGM aurait traversé le détroit. Il s'agirait du seul passage connu d'un navire d'un grand groupe européen. Pour débloquer la situation, l'armée américaine n'exclut toujours pas une opération terrestre et partage hier ses photos de soldats à l'entraînement. Ce journal est complètement fini. En voici le rappel des titres. 10 ans de prison requis contre le docteur Balanganaï. Au Sud Kivu, l'AFC M23 a généré jusqu'à 17 millions de dollars par mois transférés au Rwanda. Crise pétrolière mondiale, le gouvernement opte pour des mesures préventives pour garantir l'approvisionnement. Merci de rester fidèle au programme de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.